Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le cas de l'AS Monaco et de son mercato hivernal idéal. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais une vidéo sur l'AS Monaco sachant que la situation est grosso modo positive. Parce que tout simplement, il y a quelques blessures qu'a connues Monaco à des postes clés, je pense notamment à Zakaria et à Balogun, qui vont devoir être remplacés, sachant que le poste d'avant-centre est quand même assez fourni, mais pas forcément en qualité. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter si jamais j'ai oublié de dire 2-3 trucs. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc l'AS Monaco, ils sont 3e de Ligue 1 à égalité avec l'Olympique de Marseille qui possède un match en retard, puisque Monaco a un match plutôt en avance, donc Marseille a un match en retard certes, mais Monaco-Paris a été avancé en raison du trophée des champions qui se déroulera je crois à Doha en début d'année. Et donc, égalité, je ne vais pas dire parfaite, mais égalité avec 30 points sur chaque côté. Mais Marseille est est devant avec le goal average. Et donc, Marseille aura un match à jouer donc, du coup, pour se rattraper par rapport à Monaco et à Paris en début d'année. Bon, je ne sais pas face à qui. Mais voilà, donc égalité au classement, mais Marseille est légèrement devant. Donc le début de saison de Monaco, il est vraiment très bon. Il y a pas mal de victoires. Il y a même une première place au classement à la 7e journée de Ligue 1. Tu as des victoires face à l'Étoile Rouge 5-1, mais surtout face au FC Barcelone. Tu as une victoire face à l'Olympique Lyonnais, même si voilà, l'Olympique Lyonnais n'était pas encore tout à fait prêt 2-0, mais une victoire très propre, maîtrisée de bout en bout. Donc c'est vrai que c'est un Monaco qui est assez séduisant dans le jeu. Il y a des principes de jeu propres à 18h qu'on voit assez régulièrement. Et assez rapidement, tu as 18h qui va discuter avec le board de l'AS Monaco, Thiago Scuro notamment, pour une prolongation qui est au point mort, car les résultats ont été en baisse assez subitement. Donc avec notamment 2 défaites coup sur coup, une face à Nice, donc 2-1, et une face à Angers, 1-0. Voilà des matchs qui n'ont pas du tout été aboutis et qui posent un peu question. Alors évidemment, la situation de Monaco, elle n'est pas dramatique. Ils sont 3e au classement de Ligue 1, à égalité du coup avec l'OM. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un début de saison qui est plutôt encourageant. Mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être s'attendre mieux au vu de la forme des autres équipes. Je pense notamment à Lens qui n'est pas forcément flamboyant, un PSG qui est au-dessus quand même, mais qui n'est pas non plus flamboyant, Marseille qui a beaucoup de réussite, un Olympique Lyonnais qui est super friable défensivement, mais offensivement par contre ça marche bien. Voilà, c'est vrai que tu pouvais t'attendre peut-être à un peu mieux, même si attention, le début de saison de Monaco est loin d'être décevant. Chose à noter qui est assez importante dans le début de saison de Monaco, c'est la forme époustouflante de tes deux ailiers. Un ailier excentré qui est plutôt un milieu offensif qui est Martinez Akliouche. Et puis de l'autre côté, un pur ailier gauche, Elias Benseghir, qui est également très en forme. Bon, j'ai pas leur stats exactement sous les yeux, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des deux hommes forts offensivement côté monégasque. C'est vrai que tu as Minamino qui a du mal à confirmer la bonne saison qu'il a fait l'an dernier. Et puis tu as le départ de Wissam Ben Yedder, libre du club cet été, qui n'a pas vraiment été remplacé. Tu as un Balogun qui s'est blessé, un Mbolo qui tarde à retrouver son niveau. Je crois qu'il a marqué quelques buts depuis le début de saison. Et un Georges Linikena qui est encore un jeune joueur qui vient de fêter ses 18 ans. Et donc tu ne peux pas forcément t'appuyer que sur lui. Évidemment, tu as quelques blessures, je pense notamment à la petite blessure de Camara, mais surtout celle de Zakaria. Zakaria qui est pas blessé gravement, mais qui est assez souvent blessé. Il n'était pas là face à Arsenal, ça s'est ressenti, défaite 3-0. Tu as une défaite face à Marseille également, qui était un match ô combien important qui aurait pu laisser Marseille vraiment loin derrière. Malheureusement, ce match, tu commences pas trop mal, mais après, au fur et à mesure du match, tu perds le fil, et ce qui fait que Marseille prend confiance, et l'OM s'impose donc sur le score de 2-1 chez eux au Vélodrome. Donc cette blessure de Zakaria, par exemple, elle force parfois Golovin à revenir plutôt jouer dans le double pivot, et ça, j'ai envie de dire, ça surresponsabilise Magassa, qui reste un jeune joueur, attention, qui répond très bien aux attentes placées en lui, mais ce n'est pas forcément un jeune joueur comme lui, donc qui a 20-21 ans je crois. Ce n'est pas à lui donc du coup d'assumer, on va dire, le rôle de milieu défensif de l'AS Monaco. Donc on vient d'évoquer la situation de l'AS Monaco, et au vu des blessures, notamment celle de Zakaria et de Balogun qui reviendra je crois au cours du mois de février ou début mars, il va falloir déjà des recrues pour combler ces lacunes. Et j'ai ciblé un départ. Bon, le deuxième, comme je ne suis pas supporter de l'AS Monaco ou je ne le suis pas au quotidien, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, je ne pense pas. Ça concerne Edan Diop.
le petit milieu de terrain de 20 ans, je crois. Donc voilà, donc tout d'abord en ce qui concerne les départs, comme ça sera fait. Donc Elliot Matazo, voilà, je pense qu'il a jamais réussi à trop s'imposer au milieu de terrain de l'AS Monaco. Je crois qu'il a été prêté au club satellite de l'AS Monaco, qui est le Club Bruges en Belgique. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai qu'au vu de la concurrence au milieu de terrain, je pense notamment à Fofana l'an dernier, ou cette année, donc du coup à Zakaria, Camara et j'en passe, les deux Camara, Mohamed et Lamine cette année. Il a eu du mal à s'imposer, donc j'essaye de le vendre, je le vends pour 3 millions. Je sais pas si c'est bien vendu, je pense peut-être, comme Monaco c'est bien vendre, pourquoi peut-être pas aller chercher un chèque un peu plus important, peut-être 5 millions. Donc voilà, moi je le vends 3 millions, en tout cas ça dépendra de la tendance économique du marché. Et puis Ethan Diop, alors c'est vrai qu'il a été souvent blessé et je crois qu'il est encore blessé. Si je ne m'abuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, supporter monégasque. Mais voilà, en tout cas, moi j'essaye de le prêter sans option d'achat pour qu'il engrange un peu de temps de jeu, mais c'est vrai qu'il est souvent blessé. Je sais plus où il est blessé exactement, mais en tout cas voilà, il est blessé depuis le début de saison et c'est vrai que c'est assez problématique. Surtout quand on voit, bah, entre guillemets, le peu de milieu de terrain que tu as de la qualité, mais c'est vrai que tu en as relativement peu. Donc alors forcément, j'ai ciblé deux postes en ce qui concerne les arrivées. Alors je vois beaucoup de monégasques qui ciblent un milieu défensif. Ce que je comprends pas, c'est que Magassa, c'est plutôt un milieu défensif, donc je vois pas pourquoi Monaco irait chercher un milieu défensif. Moi, j'irais chercher un milieu qui fasse plutôt souffler, on va dire, euh, Lamine Camara, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui enchaîne énormément. Et surtout quand on connaît ce que demande en termes d'effort une titularisation au milieu de terrain dans un double pivot, bah, c'est vrai que c'est assez étonnant de ne pas voir Lamine Camara souffler, notamment en Coupe de France où il a été titulaire, je crois, face à l'Union. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais chercher un buteur en prêt, alors avec ou sans option d'achat, ça dépendra des pistes que je vais vous donner. Certaines elles seront en prêt simples, d'autres en prêt avec option d'achat parce que quand même le poste de buteur est quand même bien fourni avec 3 joueurs en concurrence. Et puis je vais chercher un milieu central qui peut jouer tantôt 6 et tantôt numéro 8. Le premier joueur que je vais chercher en ce qui concerne les avant-centres, c'est tout simplement Ricardo Pepi. Alors pourquoi Ricardo Pepi? Parce qu'il n'est pas titulaire déjà au PSV Eindhoven. C'est vrai que le PSV Eindhoven c'est une équipe qui marche très bien et c'est vrai que c'est un joueur qui est en confiance. Et malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire, bah, il marche déjà très bien. Et malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire, c'est vrai que c'est un joueur qui marche très bien. Il est auteur de 10 buts et de 2 passes décisives en 15 matchs. Et il est titulaire à 30% par rapport à tous les matchs qu'il peut disputer. Le problème, c'est qu'il est extra-communautaire, vu qu'il est américain. Il a 21 ans, 1m85, c'est un attaquant, pour faire simple, qui est assez physique, qui n'est pas forcément ultra technique, mais voilà, c'est un joueur qui est très physique, qui a un sens du but assez marqué. Et donc voilà, je pense qu'un prêt, avec ou sans option d'achat, je pense que ça peut être tout simplement parfait. J'ai plus tendance à mettre un prêt avec option d'achat pour me séparer d'Embolo. C'est vrai que j'ai du mal et je pense qu'il a, suite à sa grosse blessure, il a du mal vraiment à revenir. Donc pourquoi pas le remplacer par Ricardo Pepi? C'est vrai qu'il y a déjà un autre jeune avec Georges Linikeda, mais pourquoi pas les mettre en concurrence? Voilà, il est estimé à 18 millions d'euros. Fin de contrat en 2028, ça serait peut-être une grosse recrue, peut-être à 25-30 millions. Mais voilà, je pense que c'est quand même le futur de la sélection américaine. Les États-Unis qui ont beaucoup quand même de bons petits joueurs. Donc voilà, je mise beaucoup je crois beaucoup en Ricardo Pepi. Donc pourquoi pas le voir arriver cet hiver du côté de Monaco. Deuxième joueur que j'ai ciblé, alors là, ça sera un prêt sans option d'achat. C'est un joueur qui est beaucoup plus expérimenté, qui a été formé au Werder en Allemagne, qui est passé au Borussia Dortmund. Évidemment, je parle de Niklas Füllkrug, qui a du mal à s'imposer à West Ham. Il avait fait un bon passage à Dortmund. C'était pas mal également au Werder, pardon. Donc 31 ans, allemand, 1m89, un mec qui est assez physique. Il n'est pas du tout titulaire, après avoir avec le sérieux accident qu'a eu Mirail Antonio, s'il devenait un peu plus titulaire. Je crois qu'il n'a joué que 290 minutes de jeu, donc c'est moins de 300 minutes de jeu depuis le début de saison. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Un seul petit but sur ces 6 matchs auxquels il a participé, ou ces 6 bouts de match en tout cas. Donc voilà, je pense qu'en Allemagne ça s'est très bien passé. Alors vous allez me dire, ok, mais le championnat allemand c'est un championnat qui est très ouvert et qui profite à beaucoup d'avant-centres. On voit notamment avec des gars comme Serhou Guirassy ou encore Ronald Colomwani qui ont du mal, par exemple, pour Ronald Colomwani en Ligue 1. Mais voilà, je pense que ça peut être un bon joueur et c'est un joueur d'expérience. Pour la Ligue des Champions, je pense que c'est parfait également. Puis pour être en concurrence avec des joueurs comme Ileni Kena ou pour leur transmettre l'expérience en tout cas, je pense que ça peut être tout simplement le joueur parfait. C'est un joueur qui est estimé à 15 millions d'euros. C'est un joueur que je vais chercher en prêt parce que c'est un joueur qui est assez vieux déjà, il a 31 ans. Voilà, je pense qu'un prêt pour le relancer lui, pour lui faire retrouver de la confiance, je pense que toutes les parties pourraient être gagnantes. Donc
Je sais pas si je le mettrais titulaire, mais en tout cas, ouais, c'est un sacré bon joueur et je pense que Monaco a tout à fait intérêt à s'intéresser à lui. Enfin, le dernier avancement que j'ai ciblé, alors là, ça sera un prêt avec option d'achat, évidemment. Il a une clause de 30 millions d'euros, il est costaricain. Évidemment, je parle de Manfred Ougalde, le joueur qui joue au Spartak Moscou. C'est un joueur qui est exceptionnel depuis le début de saison. Il a été décisif à 18 reprises en autant de matchs, donc c'est assez incroyable. Il est titulaire clairement indiscutable et c'est un joueur que je vais comparer beaucoup à Georges Mikotadze. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est assez petit. Il fait 1m73, donc c'est vrai que bon voilà par rapport à Mikotadze est peut-être un peu plus grand. En tout cas voilà, dans tout ce qui est explosivité, conduite de balle, c'est vraiment un joueur, en tout cas quand j'ai vu quelques bouts de match et quelques highlights, j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes à Georges Mikotadze. Et quand on sait que l'AS Monaco voulait faire Georges Mikotadze cet été, ils étaient à deux doigts de le faire d'ailleurs, avant qu'il ne parte à l'OL. Mais voilà, je trouve que ça peut être vraiment un bon coup. Bon, 30 millions d'euros, c'est peut-être un peu cher, et ça remettrait en question peut-être l'arrivée de Georges Linikena. Mais voilà, en tout cas, si vraiment il y a un joueur sur lequel doit se pencher l'AS Monaco, c'est bien Manfred Ougalte. Et après, de ce qui se dit dans la presse locale, donc côté monégasque, je pense que l'AS Monaco sera beaucoup plus intéressé par un joueur du profil avec les caractéristiques de Füllkrug. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, à long terme, je pense que Manfred Ougalde, ça sera vraiment le joueur parfait pour l'AS Monaco. Peut-être un peu frêle physiquement, mais voilà, en tout cas, comme si c'était intéressé par Georges Mikotadze, je vois pas pourquoi ils iraient pas sur Manfred Ougalde, sachant que l'AS Monaco n'a pas de problème financier. On passe maintenant aux milieux centraux, à commencer par Leandro Barreiro, qui peut tantôt jouer 6, tantôt jouer 8. Pour moi, c'est plus un 6 qu'un 8. Il est passé donc en Allemagne du côté de Mayence. C'est un luxembourgeois, je pense, d'origine portugaise. Ouais, c'est ça, il a la double nationalité. 1m74, il joue actuellement au Benfica Lisbonne, estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Et là, on a affaire à un joueur vraiment qui est assez polyvalent. C'est un bon dribbleur, c'est un gars qui a une bonne conduite de balle, qui peut tout à fait jouer 8. C'est un très très bon tacleur, évidemment. Voilà, c'est un joueur qui n'est pas forcément titulaire indiscutable, vu qu'il est titulaire à 40% dans le 11 de départ. 11 matchs sur 15 quand même en Liga Portugal. Après, bon, c'est 11 bouts de match, voilà. Mais 24 ans, pour moi, il est dans la force de l'âge. 15 millions d'euros, valeur maximale 17 millions d'euros. Il a été recruté au mercato d'été par le Benfica Lisbonne. Et ouais, physiquement, c'est un gars, je sais pas, je pense qu'il doit peser dans les 70 kilos. C'est quelqu'un qui peut tout à fait jouer dans un double pivot. Je pense que c'est typiquement le type de joueur que peut recruter l'AS Monaco pour venir faire le nombre au milieu de terrain. Et en tout cas, en tant que doubleur, par exemple, à Camara ou à Zakaria, je pense que ça peut tout à fait faire le taf et ça viendra étoffer un milieu de terrain qui est assez peu garni du côté de l'AS Monaco. Bon, le seul point négatif, c'est qu'il est en fin de contrat jusqu'en 2029, donc il sera sûrement assez cher à aller chercher. Est-ce qu'il vaudrait par exemple 20-25 millions d'euros quand on connaît son historique, sachant qu'il n'a fait que Mayence puis Benfica? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense en termes de qualité, si on ne regarde pas le prix, je pense que c'est peut être honnêtement un très bon joueur qui peut être même en concurrence pour le poste de titulaire avec Camara. Bon, avec Zakaria, je pense qu'il y aura un peu plus de difficultés, mais au vu des blessures du Suisse, je pense que ça peut être tout à fait une bonne recrue pour l'AS Monaco. On reste au Portugal et on part du côté du Sporting, l'autre club de Lisbonne. Et là, je recrute Hidemasa Morita. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne fais pas japonais, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, là on est plus également sur un 6 qu'un 8. Mais c'est ça, c'est un joueur qui peut également jouer aux deux postes. Tu peux le faire jouer 8. Pour moi, ça serait pas non plus déconnant. C'est vrai, quand je vous mets le FBRF, on a plus le FBRF plutôt d'un numéro 6. Mais voilà, en tout cas, c'est un joueur qui peut se projeter, qui est très bon dans les longs ballons, dans les tacles. Dans la position, c'est un joueur qui est primordial à la réussite du Sporting. Soit Morim, il était titulaire indiscutable. Voilà, c'est vrai que c'est dommage que Matheus Fernandes n'ait pas eu sa chance. On va y revenir, Matheus Fernandes, vu que c'est ma prochaine recrue. Et donc, Matheus Fernandes, 15 millions d'euros également en valeur marchande. Il fait les beaux jours clairement de Southampton, même si Southampton galère vraiment à se maintenir en Première Ligue. Ils sont bons derniers et d'assez loin. Mais en tout cas, s'il y a un joueur vraiment qui s'en nage du côté de Southampton, c'est bien Matheus Fernandes. Alors évidemment, Matheus Fernandes, on est beaucoup plus sur un profil offensif que défensif. Là, ça serait beaucoup plus en doubleur, donc du coup, de Lamine Camara. Mais voilà, moi je le voulais déjà à l'OL cet été quand il était vraiment peu connu et je l'avais vu à Estoril, donc en Liga Portugal. Et franchement, ouais, c'est un joueur en position positive, il est à 95 et c'est des stats de première ligue, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal. En IG sans les pénaltys, il est à 78, c'est vraiment bien. Les tacles, il a un gros volume de jeu, hein, il est à 84.
Il est toujours dans la surface de réparation en 80, donc c'est un joueur qui se projette pas mal. Les passes progressives, c'est pas non plus son point fort, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on va le chercher. Ça, c'est beaucoup plus pour un joueur qui va ressembler à Lamine Camara. Et je pense que voilà, ouais, Matheus Hernandez, c'est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, malheureusement, il doit être en fin de contrat, je crois, en 2029, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça, il a été recruté cet été. Donc par Southampton. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui était très très peu connu du grand public. Et moi, c'est vrai que je le voulais à l'OL. Et en tout cas, voilà, je pense que pour Monaco, vu qu'il arrive assez bien à s'adapter, même très bien à la Premier League, je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas à Monaco. Et bah, par contre, là, je pense qu'il faudrait sortir le chéquier. Et donc, pourquoi pas 30 millions d'euros à poser sur lui. Mais c'est clairement l'avenir pour moi de la sélection portugaise. Il n'a que 20 ans. Il n'est pas encore appelé avec la sélection portugaise. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Au niveau des stats, il a quand même un but, une passe décisive dans un club qui vraiment est en souffrance. Recruté donc du coup pour 15 millions d'euros, donc qui est quand même pas mal. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, un club de Ligue 1 comme Marseille, Lyon ou Monaco aurait clairement pu se positionner, même pourquoi pas Lille, quand on connaît leur appétence à recruter des joueurs issus du championnat portugais. Donc voilà. Donc finalement, je vais vous présenter mon 11 qu'on pourra avoir donc, du coup à l'issue de ce mercato. On commence avec le gardien de but. Bah là évidemment, il y aura Majeski au but. Si Henrique et Vanderson ne partent pas, on aura les deux Brésiliens en tant que latéraux. En défense centrale, on aurait Kerrer Singo ou Kerrer Salisu par exemple, ou Singo Salisu au choix. C'est vrai que les trois peuvent être titulaires, je pense pour moi, il n'y a pas du tout de scandale. En double pivot, donc du coup, on resterait avec Camara, Zakaria. Et donc là, c'est vrai, peu importe les trois qu'on prend, bon, ça sera quand même pas mal. Après, c'est vrai que voilà, bon, peut-être tout ce qui est expérience, Morita serait peut-être un peu plus à même d'être recruté. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est le cœur qui parle. Je prendrais quand même Matheus Hernandez en lui demandant d'être un peu plus dans un rôle défensif. Minamino en tant que numéro 10 ou Golovin, ça dépend au vu des choix d'adibuteurs. Sur l'aile gauche, évidemment, Ben Seguir. Sur l'aile droite, Akliouche. Et puis en avançante, je décide de recruter quand même Manfred ou Galdé parce que c'est quand même un super joueur et que Monaco doit tout faire pour le recruter à mon avis parce que c'est vraiment l'un des numéros 9 d'avenir. Et quand on sait que le marché des numéros 9 est vraiment très fermé, je pense que voilà, c'est la recrute idéale pour l'AS Monaco. On s'approche déjà de la fin de cette vidéo les amis. Si tu l'as aimé, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, bref, la totale. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt la team. Salut.